Aujourd'hui, on pense que le plurilinguisme, c'est bon pour la culture, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'économie, mais un dernier bastion qui résiste est celui de la science. La science étant déterminée par un monolinguisme grandissant, l'anglais devenant, si on veut, l'universalité de la science. Et s'il est vrai que l'anglais a permis à la science de s'élargir, d'être favorisée, néanmoins, il y a le risque d'un appauvrissement de ce monolinguisme par une sorte d'uniformité de la science, alors que l'université devrait viser l'universalité. Et j'aime bien cette opposition que l'on fait aujourd'hui et la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous voulons pour la science, l'uniformité ou l'universalité? L'uniformité, c'est la standardisation, la logique du même, de l'économie, alors que l'universalité est fondée sur la différence. Et le plurilinguisme pourrait être cet antidote à l'uniformité et apporter cette diversité des points de vue ou ce qu'on pourrait appeler de nouvelles lunettes sur les objets du monde, sur les événements, sur nos modes d'agir, sur nos modes d'interagir. Et nous pensons que le multilinguisme, le plurilinguisme, c'est un défi pour la connaissance de demain et pour la qualité des connaissances de demain. Comme j'ai pendant plusieurs années travaillé dans le projet d'Ilan, où on a beaucoup discuté sur la question de la gestion du savoir dans des contextes plurilingues, disons que ma participation va dans ce sens-là. Et je pense que c'est très important d'essayer de redéfinir le concept de francophonie à l'époque actuelle. Et il me semble que justement l'introduction de la dimension plurilingue de la communication scientifique pourrait aider à mieux cerner les dimensions socio-culturelles de la francophonie à l'époque contemporaine. Ce qui me préoccupe aujourd'hui est le développement du nouveau capitalisme académique centré sur la publication scientifique en anglais. Pour mieux comprendre ce capitalisme académique, je proposerais de revenir plus ou moins aux sources, donc au sociologue Thorstein Veblen, par exemple, le sociologue américain, qui très tôt au XIXe siècle, à la charnière du XIXe et du XXe siècle, avait commencé à percevoir les grands changements du monde universitaire américain et une nouvelle donne dans laquelle l'industrie américaine essayait d'avoir plus ou moins une mainmise sur les idéaux de l'université américaine. Veblen a donc très tôt bien compris ce que voulait dire le terme productification des connaissances. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation que la situation décrite par Veblen au XIXe siècle, mais nous avons une situation aujourd'hui claire et nette. Toutes les statistiques convergent dans cette direction. Nous sommes dans une situation d'hégémonie linguistique anglocentrique dans toutes les disciplines. Et même dans des disciplines comme les humanités, les tendances vont vers une anglicisation absolument rapide et presque, je dirais, sous beaucoup d'aspects catastrophiques pour diverses disciplines non anglophones. Que faire? Je propose donc de mettre l'accent sur le rôle des grandes maisons d'édition qui sont au centre de ce dispositif aujourd'hui et non seulement de mieux comprendre le mécanisme, mais essayer aussi de poser des objectifs pour modifier cette donne. Quelle est la donne aujourd'hui? La donne est qu'il est absolument impossible de faire une carrière scientifique dans la plupart des disciplines sans publier abondamment en anglais. Une des charnières de ce système est, et c'est relativement nouveau, est l'adjonction donc du système de publication scientifique qui est plus ou moins, disons, noyauté par les grandes maisons d'édition anglo-saxonnes et par les maisons d'édition européennes qui s'anglicisent,
et les systèmes de visibilité académique qui sont développés dans toute l'Europe et de plus en plus dans le monde entier aujourd'hui, et qui donc lient ce système de publication avec des méthodes bibliométriques qui permettent donc de budgétiser maintenant les universités. Donc ce système est en train de se fermer et d'être très difficilement modifiable. Ce que nous remarquons, c'est que pour notre évaluation, les institutions se basent essentiellement sur nos publications. Et nous avons la possibilité, en tant que francophones, de publier dans des revues en français ou dans des revues en anglais. On se rend compte que plus de 90% des scientifiques en Afrique publient essentiellement dans des revues en anglais, tout simplement parce que la qualité des revues et les problèmes d'impact factor font que nous avons intérêt à publier dans des revues en anglais. Cependant, en tant que rédactrice d'une revue bilingue créée par le CAMES, qui publie à la fois en anglais et en français, je pense qu'il y a un avenir pour les revues multilingues, ce qui permettrait à des francophones d'exceller dans la qualité de leurs publications sans tenir compte de la nature de la langue de la revue. Cela nous permettrait peut-être d'être un peu mieux classés que lorsque nous publions dans des revues uniquement scientifiques. Je pense que l'avenir est au multilinguisme et je crois que c'est le choix que l'AUF même fait pour l'avenir. J'ai fait une présentation en fait, d'une initiative que nous portons en particulier, qui est une plateforme de blogging scientifique. Plateforme de blogging qui consiste en la diffusion, la communication, la vulgarisation de la science dans tous ces processus qui interviennent très souvent avant, pendant, après la publication en bonne et due forme. Et c'est parce que cette plateforme traite tous ces moments de construction de la science où la question de la langue se pose de manière beaucoup moins stricte que pour les publications, que nous avons été, en construisant cette plateforme, confrontés d'emblée à la question du plurilinguisme, parce que les chercheurs y mettent leurs sources, leurs données de terrain, leurs discussions, leurs interventions dans différents colloques dans le monde, et que la question du plurilinguisme, là, on est au cœur de la circulation des scientifiques et de la recherche dans le monde, qui est toujours une circulation dans un monde plurilingue. Voilà, donc j'ai un peu présenté comment nous, techniquement, mais aussi d'un point de vue éditorial et scientifique, nous avons essayé de répondre à cette question du plurilinguisme dans la recherche. Voilà. Et on a du coup élargi la discussion au sein de l'atelier sur les différents modes de communication scientifique au-delà de la publication à proprement parler. Dans la réflexion que nous avons faite, s'agissant spécifiquement de mon pays, le Cameroun, nous avons fait le constat de ce que les œuvres universitaires étaient en situation de sous-production et qu'il fallait travailler à améliorer le niveau de production dans ce pays-là. On a également constaté que les quelques œuvres qui étaient publiées n'étaient pas de façon optimale bien diffusées et qu'il fallait, de notre point de vue, exploiter de façon optimale les ressources numériques existantes et très souvent libres pour essayer d'améliorer la visibilité des œuvres produites. Donc nous arrivons dans nos réflexions à la conclusion de ce que pour intensifier la production universitaire et assurer sa meilleure diffusion, il faudrait s'appuyer sur les ressources numériques pour faciliter la circulation du savoir universitaire tant à l'intérieur de la francophonie qu'entre la francophonie et les autres aires linguistiques.